Pierre primarily speaks French. I speak English. I can speak some French, but it comes back to something very fundamental about my life, is that being deaf makes foreign languages almost impossible. And it's tough enough for me to hear English, but to hear French or German is a kind of insuperable challenge. When I first came back in September, I committed a hopeless mistake, because I came here with your dealer, Pierre, Red Fern Gallery, Richard Galt. And I stood here and we were talking about this, that and the other. But then stupidly, I was looking around, but then stupidly I thought, these are unusual paintings. And I was looking at a table of pastels. And then of course suddenly I realised that what I thought were paintings were really pastel. And that instantly told me something about the nature of the matière of your craft, because you use pastel in such a way that it could almost be paint. And you know, the body of art is about materials, and I instantly thought back to an artist who means an enormous amount to me, because I came to see the show he had, I think it was at the Grand Palais, quite a long time ago. And of course it was the still life artist Chardin. And I noticed there was a book on Chardin, where we were having lunch there, opposite. And Chardin had this amazing way with oil paint. It was almost a kind of peinture à l'essence in reverse. So that, you know, he took some of the medium, the oil out of it, and clearly painted his peaches and his apples and his oranges. There they are, they're about colour, and they're above all about certain texture. And the texture has to be the texture that develops when, to put it simply, colour and substance create light. And there's no point in an art which is very much based upon colour, like these pastels are. I mean, to me, these pastels are just like Rothko or even Polyarkov. They take a particular formal configuration, but what they do with that is to explore it through different shades and tints of colour. But also, what inspires me here is to think about the nature of pastel. Because pastel, you know, it's the same kind of pigments as paint, oil paint pigments, except there's a binder. And obviously they're solid and not liquid like oil paint. But what we're coming back to again is the granular texture of pastel. And I always thought one of the great artists, and he was only given his due at the Royal Academy, I think 2.5, 3 years ago, was a Swiss artist, the pastelist Lyotard. And Lyotard was absolutely ravishing. He had this amazing ability just with pastel to mix colour with materiality. You can't look at any pastel, it doesn't matter who it is. Whether it's, you know, you, Pierre, or Lyotard, or whoever, you always notice the nature of pastel and its graininess on the board or on paper as the grains get caught and accumulated and accrete. And what's remarkable about pastel is you're putting together two things, disegno and colore, because drawing in colour, you're drawing directly with colour. And that to me is something that's very, very important. It gets away from the old division of drawing as a discipline, a rather dry discipline of art, and colour as something hedonistic, sensuous. And I was thinking last night that when I first started at the Courtauld in 1973 in London, just before I'd gotten there,
a number of lecturers, and they were very distinguished art historians. People like George Zarnetsky was Anthony Blunt, John Shearman, and of course Johannes Wilder from Vienna, I think. They would not show slides in colour. They were called lantern slides in those days, and they had to be in black and white, lest the young minds be seduced by colour. And they're distracted from the essential skeleton of art, which is drawing. And that to me is, it's almost ludicrous. I mean, it's rather funny, you know, the idea that young people are going to be led astray into badness and worse by the attraction of colour. You see, pastels remind me just as much as oil paint, except you haven't got the distraction of oil paint, because the oil or the terps, that's distraction from the actual pigment that's binding it. And with pastels, you had a dry binder. It's dried out and you're left with the granular mineralizing qualities, and goes back to my fascination with chemistry when I was very young. And I was fascinated with chemistry because of the materials of chemistry, like sulfur. And you melted sulfur and it became molten. But then sulfur itself was that magical yellow, sulphurous yellow. Or something like sodium thiosulfate with different colours. And the blue tints, often from copper and cobalt and things like that. And it's coming back deep down to something that's not alien to art, the earth colours, the telluric, and that's a word which I don't know what you have in French, telluric, to do with the earth, the telluric nature ultimately of colour, which goes through to my passion with minerals and gems and things like that, but also to see it then transformed into the shapes of abstract art. And it's the only word I can think of for that is alchemy. J'ai toujours voulu être peintre, mais pas seulement peintre, je voulais être écrivain, mais là je le suis maintenant. Je voulais être architecte, et ça c'est le grand regret de ma vie, c'est de ne pas l'avoir été. Je sens que j'aurais été un bon architecte. J'adorais l'architecture. Quand j'étais môme, enfin, quand j'étais justement 16 ans, je me promenais dans les rues de Paris pendant des heures et des heures et des heures pour voir les maisons. Pas pour voir les gens, mais pour voir les maisons. Parce qu'en Paris, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et même les maisons populaires, celles qui sont construites en plâtre et avec des petits bouts de céramique par-ci par-là. Il n'y a pas plus beau que ces maisons-là. C'est vrai, d'abord elles sont très agréables à habiter, elles sont très bien faites, et elles ont une espèce de grâce des maisons industrielles du 19e siècle, qui encore aujourd'hui sont tout à fait visibles et intéressantes. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé à gauche des petits boulots, comme on dit, et je me suis mis à la peinture vers 30 ans seulement. Et quand je vivais avec quelqu'un qui m'a aidé financièrement aussi, c'était important. Elle avait un salaire, moi je ne l'avais pas. Et les Beaux-Arts de Paris étaient une horreur totale. C'était un enseignement académique, vrai encore. Hein. Je crois même qu'il y avait encore le prix de Rome. C'était l'endroit le plus rétrograde qui existe sur Terre. Et puis en revanche, j'avais 2 ou 3 fois voyagé, enfin j'étais parti à Londres et pour voir les musées, tout ça. Et l'enseignement de Beaux-Arts à Londres et en Angleterre était beaucoup plus intéressant qu'ici, beaucoup plus. Mais je n'habitais pas Londres. Donc je suis autodidacte à tout ce que j'ai fait. But this is what an artist's studio should be like. It has to be in Paris, where we're going before the days of the industrial studios of a New York school, you know, downtown Broadway and all that, Greenwich Village. And I'm just standing in this room, not overly illuminated, which is extraordinary
array of pastels which themselves have made a kind of, almost kind of masonry with the pastels themselves. I mean, these are the tools of a trade, you know. And what goes back in my mind is we've got another type of artist now, and I'm thinking of visiting the studio of Anish Kapoor back in London, South London near Camberwell. And when you went in there, behind what seemed like very nondescript row of shops, houses, you went in there and there you were in a factory. And it was amazing. There was Anish walking through it, and someone was polishing, someone was carving, someone was painting, someone was doing something else. And it really was much more like a workshop than in a factory, with Anish as a sort of head of the office almost. And you know, I think a lot of artists now, they don't really touch art very much. I mean, if I understand it rightly, someone like Bridget Riley, she's a wonderful artist, but I understand she very rarely sets brush to canvas herself. And even you think of Damien Hirst, he couldn't possibly have made all that stuff himself. And you've got two types of artistic production. The old style, which was artisanal like this, and the new style, which was like a factory manager and a quality controller of art. And they're both, you know, they're both valid, but they speak for completely different centuries, completely different outlooks on the world. Moi, j'ai un atelier qui n'a pas grande particularité, qui est simplement au service de mon œuvre, de ce que je fais, seul, depuis des années, complètement seul, et je ne demande rien à personne. Et personne ne m'embête. Voilà. Il y a une écrivaine américaine qui s'appelle Joyce Carol Oates. C'était incroyable cette femme. 60 romans, des choses tous plus beaux les uns que les autres. Et elle a fait un petit livre sur l'écriture, qui est très beau. Et elle dit qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas une certaine arrière-pensée des choses. Et que cette arrière-pensée, on ne sait jamais très bien exactement ce qu'elle est, mais elle est là. Elle peut revêtir différents aspects. Elle peut être une arrière-pensée psychologique, voilà, de la personne, ce qu'on a vécu, comme elle peut être quelque chose qu'on a vu, rencontré, un tableau, ou un film, que c'est, tu vois, ou lu. Enfin, il y a une certaine malléabilité de tout ça. Ben, pour le travail, de peinture, c'est pareil. C'est exactement la même chose. On ne peut pas peindre de rien. Il faut qu'on ait quelque chose à dire. Mais on ne sait pas ce qu'on a à dire. Et quand on le fait, quand je le fais, je me dis toujours, il faut que tu recommences. C'est pas ça. Mais comme ça fait donc 50 ans que ça recommence. Mais c'est ça qui est curieux, c'est de savoir qu'il y a quelque chose. Moi, je suis... Maintenant, c'est fini parce que je suis un peu fatigué, mais dans le temps, j'allais au moins 2 fois par semaine au Louvre. Je connais le Louvre, tous les tableaux, tous, je les connais bien. Et quand je vais dans un musée étranger, je reste des heures. Donc j'ai vraiment une mémoire des tableaux et je suis une vraie éponge. J'aurais aimé être tout le monde. J'aurais aimé être Rembrandt, j'aurais aimé être Vermeer, j'aurais aimé être tous, Degas, j'aurais aimé être tous ces gens-là. Et quand je les vois, quand je vois un beau tableau qui me plaît, souvent ce que je faisais, je rentrais, je faisais pas une copie, mais une espèce de bloc-notes de ce que j'ai vu. Et je me disais, ah. D'ailleurs j'aimerais un jour écrire un livre qui serait la rencontre de Rembrandt et de Vermeer. C'est pas possible, il n'y a pas de même âge. Mais il y en a un que j'aime beaucoup et que tout le monde déteste, c'est Watteau. Watteau, c'est un type extraordinaire. Une vie, il est mort très jeune, à 32 ans, de tuberculose. Mais il y a quelque chose chez cet homme tout à fait merveilleux. Donc quand je travaille, aujourd'hui, je fais des choses totalement abstraites, mais même cette abstraction-là, même ces petits carrés, les uns à côté des autres, parfois je me dis, ah, qu'est-ce qu'il aurait dit Antoine Watteau? Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il me voyait? Moi, je crois beaucoup que tout ce qui est beau et bien dans la vie vous regarde après.
Je crois que le ciel est bourré de voyeurs de toutes sortes et bourré de gens qui me regardent et qui me... C'est vrai, et de temps en temps, ces petits yeux me disent « ça va pas, recommence, tu fais des bêtises ». Mais voilà, je recommence, je leur obéis. Enfin, pour terminer cette histoire c'est pas du tout typique des ateliers parisiens. Les ateliers parisiens, ce qui est un vrai atelier parisien, c'était dans la nouvelle Rome, dans le 9e arrondissement. C'était l'atelier de Gustave Moreau. Enfin, il s'est construit, mais Gustave Moreau s'est construit son atelier sur le modèle de tous les autres ateliers qu'il y avait à côté de chez lui. Avec des grandes verrières en façade, éclairées au nord, grande hauteur donc sous plafond, et avec une loggia. Ça, c'est l'atelier typique parisien, et avec en bas une partie pour habiter. On en voit beaucoup à Pigalle encore aujourd'hui. Ici, il y a une verrière zénithale, ce qui convient plus à la sculpture qu'à la peinture. Et puis, à part ça, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Mais c'est le sirop de la vie, enfin c'est le sirop de Paris. Bon, quand on entre ici, comme moi en tout cas, je sais que je suis à Paris. C'est tout à fait par hasard parce que quand nous sommes venus ici, il n'y avait aucun mur. Aucun mur. Il y avait du sable par terre. C'était une écurie. Donc il y avait du sable, des rats, beaucoup de rats, parce que c'était des chevaux qui étaient là, l'écurie, les chevaux. Et les rats, ils aiment bien la merde des chevaux. Mais pas un seul mur, pas d'électricité, pas d'eau. Donc, on a fait nos plans nous-mêmes comme on pouvait, mais comme c'est un lieu complètement atypique, on a fait des erreurs, puis on a recommencé, on a recassé, on a recommencé. Voilà. Maintenant, c'est fini. Ça fait 40 ans qu'on est là, oui. 40 ans. C'est très calme, la lumière est belle, c'est tout ce qu'il faut. Et le parquet, en revanche, il date d'il y a 10 ans. J'ai attendu pendant 30 ans pour pouvoir le mettre. Je ne sais pas si tu as vu certainement des photos de l'atelier de Giacometti. Voilà, vraiment, l'atelier de Bacon à côté, c'est rien du tout. Et un jour, j'avais l'occasion d'aller rendre visite à Giacometti. Je devais lui donner une lettre. Et j'étais mort de peur, de timidité, parce que pour moi c'était un héros, c'était vraiment un des grands personnages. Et donc je me présente, et il me dit, avec son accent, je ne vais pas imiter, il a un accent italien-suisse, assez inimitable, et il me dit, assieds-toi. Donc je m'assieds, il n'y avait qu'un lit pour s'asseoir, donc je m'assieds. Il me dit, attends un peu mon petit, j'attends quelqu'un. Et puis après, on se voit. Et comme j'étais très très timide, je ne pouvais pas dire un mot. Et arrive, donc je regarde cet atelier qui est absolument prenant. On se dit qu'on est au cœur d'une angoisse existentielle qui tout à coup s'est transformée sur les murs, Et en plus avec une espèce de, pas de jalousie, mais presque, enfin, je me dis, merde, cet homme, c'est incroyable, ce qu'il est arrivé à faire. Enfin, et arrive la personne qui l'attendait, et la personne qui l'attendait, c'était Balthus. Alors j'étais servi. J'avais 2 monstres sacrés à côté de moi. Donc Balthus arrive, s'assied à côté de moi, parce qu'il n'y avait que ça, et Giacometti, et il sort de sa poche, Balthus sort de sa poche, une paire de lacets de chaussures. Tiens Alberto, je t'ai amené ce que tu voulais. Et ils ont parlé pendant 10 minutes de lacets de chaussures. J'ai compris ce que c'était qu'un vrai peintre, enfin 2 vrais peintres. C'est des gens qui s'intéressent aux lacets de chaussures, avant tout. Donc, comme j'ai vu que ça ne m'intéressait plus, si ce n'est que de les regarder d'un air idiot, je suis parti. Voilà. Colours of a night on this side, going over the outbursts of yellow, gold, crimson, and all that.
That's very much ordered. It's ordered like a colour chart, really. Not Pantone, but something like a colour chart. And standing behind me, the pastels. And the pastels have something of a story attached to them for me in themselves. Et voilà, tout simplement, David, c'est ça. Il a une vision personnelle de son travail et de sa façon de voir la peinture, qui est certainement quelque chose que, par un bout ou un autre, je partage. Alors, pour en revenir à l'huile et au pastel, c'est vrai que l'huile, je travaillais, quand j'ai commencé avec l'huile, et un jour, j'ai fait un petit tableau qui représentait un savon. Un petit bout de savon. Un ami m'avait donné une boîte de pastel. Et le pastel, les bâtons, ça valent très cher, ça vaut très cher. Et donc j'en ai acheté très peu, parce que j'avais pas beaucoup de sous. Et je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de faire le même tableau, exactement le même, une copie avec le pastel. Et ensuite, j'ai regardé les deux pendant une semaine, presque jour et nuit. J'étais comme ça, assis sur une chaise, et je regardais ces deux petits tableaux. Et au bout d'une semaine, j'ai dit, c'est le pastel qu'il faut que je fasse. C'est avec ça que je vais faire fortune. Je n'ai pas fait fortune, mais je n'ai fait que ça. Et la vérité, c'est que le pigment de l'huile est toujours en dessous de l'huile. L'huile est qu'une espèce de miroir qui solidifie. Et le pigment, chaque pigment a une densité différente. Un noir, c'est très léger, va remonter sur la surface. Certains rouges et certains bleus descendent. C'est pour ça que les peintures, ça craque. Hein. C'est parce que ça met parfois 5 ans, 10 ans à sécher en profondeur, selon l'épaisseur. En fait, il y a toujours dit qu'il y a un miroir. Et ce miroir-là, je ne l'aimais pas. Alors, je le voyais chez les grands, qui me plaisent beaucoup, mais je ne pensais jamais en termes de technique. Si on voit Vermeer, par exemple, Vermeer, de très près, de très très près, c'est des tout petits points, les uns après les autres. Il faut être fou pour faire ça, complètement fou, parce que c'est à la fois une question optique et une question plus que de patience. On donne sa personne au temps. Et moi, je suis impatient de tout. Et Rembrandt, par exemple, lui, c'était une espèce de boue. C'est de la boue, une espèce de boue sainte et sacrée. Hein. Donc tout ça, je ne le regardais pas en tant que technique, mais je le regardais, voilà, en tant qu'image, en peinture. Mais je savais bien qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas pour moi. Et ensuite, donc, j'ai fait le pastel et je me suis rendu compte que le pastel avait beaucoup d'avantages. Donc d'une part, il n'y avait pas ce miroir, et d'autre part, on peut travailler le pastel tout le temps, toute la journée. On n'a pas besoin, il n'y a pas de temps de séchage. Et on peut par exemple mettre un rouge sur un blanc, il couvre très très bien, ou un blanc sur un rouge, et ça couvre très très bien. Et on n'a pas besoin de recommencer comme à l'huile ou de gratter, etc. Donc c'était un outil formidable. Vraiment. Dès que j'ai commencé, à part le fait que j'avais comparé ces deux tableaux, j'ai su que c'était pour moi ce qui m'intéressait. Donc voilà, j'en suis à ma 40e année de pastel. Mais il y avait une autre chose qui me plaisait beaucoup dans le pastel, c'était justement Lyotard. Pas tellement pour son œuvre. Bon, elle est magnifique, hein, c'est très beau. Les portraits sont très beaux. Mais ce qui me plaisait beaucoup, et avec qui je m'entendais, pour la raison pour laquelle je m'entendais bien, c'est que dans un de ses écrits, c'est un type, il est né à Genève. Il a appris le métier de peintre sur émaux à l'intérieur des coques de montre. Parce que la montre voyageait et les gens emportaient le portrait de la bien-aimée ou du bien-aimé et ils pouvaient ouvrir la montre et ils disaient voilà, c'est ça. Et puis il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être peintre sur émaux toute sa vie parce que ça l'emmerdait. Donc il a voyagé et il est resté très longtemps en Turquie où il a fait beaucoup de très beaux tableaux. Puis ensuite il est passé en Hollande, en Angleterre,
en France et il est venu mourir à Genève, là où il était né, où il a fait un très beau paysage, le seul paysage avec une astuce, le blanc n'est pas du pastel mais de la gouache. Mais tout ça pour vous dire que dans ses écrits, à un moment donné, il dit « Bon, voilà, j'ai beaucoup voyagé, tout et tout, je suis un métèque. Je suis un métèque. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais un métèque. Je suis né d'une famille un peu compliquée, par l'Espagne, on a fui l'Espagne, on était un peu partout, à l'île de Malte, en Italie, en Suisse. Enfin voilà, donc mon amour pour Lyotard, ce que je partage avec lui le plus profond, c'est cette envie. Je n'ai jamais voyagé parce que j'ai une terreur du voyage. Mais autrement, voilà, je me sens ici un grand voyageur. En chambre, comme on disait en littérature, mais en atelier, voilà, c'est moi. Je voyage avec la couleur, avec la forme, avec moi, avec l'espace, surtout l'espace. Moi, je travaille sur du carton préparé, mais bon, il y en a d'autres qui travaillent sur n'importe quoi, ce qu'ils inventent, ce qu'ils trouvent. Ou, enfin, chez les marchands, aujourd'hui, il y a beaucoup de papier pour les pastels. Donc, moi, je fais toujours une couche, enfin, une première couche, et je fixe. Alors, pour ça, j'achète du fixatif que j'augmente avec une colle spéciale, pour que ce soit un fixatif très costaud. Et puis une fois que c'est fixé, ben, je recommence. Et je refixe, et je recommence, et je refixe, jusqu'à ce que j'ai ce que je veux, la matière et la lumière surtout. Voilà, c'est très simple, hein, c'est très très simple. Bon, c'est pareil, l'huile c'est simple, hein, on a des tubes, on presse sur le tube. Nous, le seul inconvénient, c'est qu'on n'a jamais la couleur enfin, on peut avoir la couleur qu'on veut, qu'on désire, mais on ne l'a pas forcément. On ne peut pas la fabriquer, nous, la couleur. Un peintre, s'il veut du rose, il prend du blanc, du rouge, et il a son rose. Il met une pointe de bleu, il a un rose comme ci, une pointe de jaune. Tandis que nous, avec le pastel, si on n'a pas le bâton qu'il faut, c'est compliqué. Donc, soit on se dit, bon, c'est foutu, on prend autre chose, soit on attend le jeudi que le magasin ouvre, et on y va, et on prend ce qu'on veut, et puis, soit ils n'ont pas, parce que parfois ils n'ont pas fabriqué. Il faut attendre. Donc on attend, ou on n'attend pas. Voilà. C'est un peu un sport. Hein. Le dessin augmente, enfin se modifie selon la couleur. Il y a pas, parce que si on prend un carré jaune exactement pareil à un carré rouge dans les mêmes dimensions qu'un carré bleu, voilà, hein, on s'apercevra que la couleur ne vit pas. Tandis que si on fait du jaune quelque part, parfois on a envie d'en foutre partout. Et puis si on met du rouge qui touche à ce jaune, eh ben on est terrorisé, le rouge est terrorisé. Il dit oh non, le moins possible. Ou alors au contraire, encore plus pour Zig, enfin, il y a une bataille qui se fait. David avait un ami qui était relieur de livres anciens, qui est donc exactement les livres que je faisais. Donc je lui ai montré un ou deux tableaux anciens. Il était très ému, parce que c'était ce que l'État, parce qu'en plus de ça, moi je faisais, à l'époque, tout ce mur-là, tout ça. Il n'y avait pas un seul meuble, il n'y avait rien, il n'y avait que des livres pourris. Des livres vraiment atteints par la maladie, l'eau, l'inondation, le feu, il y avait tout ça, puis tout ça, c'était que ça. C'était impressionnant, hein, parce que j'en cherchais partout, dans les poubelles, on en amenait beaucoup. J'avais un espèce de rabatteur, un voleur, un vrai voleur, qui volait pour moi. Ah ouais, c'était incroyable. Et parce que, en plus, là où je suis complètement fou, c'est que à la fin, je vendais très bien ces tableaux. J'en vendais énormément. Chaque exposition vendait tout. J'avais exposé à Bâle, à la foire de Bâle. Quand je suis arrivé, il y a un vendeur qui est venu vers moi avec un nœud papillon, je me rappelle le nœud papillon, et il m'a dit « Monsieur, nous nous sommes séparés de toutes vos œuvres. » Ce qui voulait dire, ils avaient tout vendu. Et comme un con, je fais des tableaux abstraits que personne ne fait. Voilà, c'est comme ça la vie.
Enfin, personne, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas pareil. Mais pour revenir aux têtes, pour moi, c'est pas des. C'est à la fois, oui, ça peut être des têtes. C'est souvent des. De toute façon, c'est pas des portraits. C'est pas des gens que je dessine en les avant devant moi. Ça demanderait un autre métier. Mais pour moi, c'est des têtes de fou, ou la tête de la folie. Parce que j'attache énormément d'importance à la folie, parce que je crois que tous les peintres sont fous, complètement fous. Pas parce qu'ils font ce qu'ils font dans une société qui est complètement délirante et décadente, mais parce que la folie est une alternative quand même importante à ces contraintes qu'on vit et dans lesquelles il faut se débattre. Alors elle peut atteindre des degrés où elle devient complètement autonome et elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est pas mon cas, heureusement. Mais je suis très sensible à ça, à cette folie. Et donc c'est mes têtes de fou. C'est des têtes que j'invente. Et je le fais toujours, tous les jours, presque tous les matins, j'en fais un petit peu. But what I could see right away, the moment you gave me a copy, is that your work now, which I suppose is late work, a late style out still. You know, it has its own qualities. But what was really interesting to me, and I'm going to get my mind around it even more, but what was really interesting to me is that your abstract imagery evolved out of the book. So you see the book that is also a book. And it was impossible. And how, you see how these books on a shelf, they almost mimic exactly the form of the shelved pastels over there. I couldn't help thinking, and you said it was coincidence, but it probably is. But as we would say, it's serendipitous coincidence, serendipity. And the pastels were arranged in a form that almost emulates a bookshelf, which has its own order. To use a phrase which I very much like from Frank Kermode, he talks about things which are not in order, but have an order, and that's something else. And the fact that this abstract work evolved out of images of violins and books. It's impossible for me not to think back about Fred, because as I just said to Fred accumulated a very large library, which I still have, of books on books, books about books, and Fred started off as a book binder. And he has a lovely volume which I don't know, we may have bought it in Paris, perhaps in Rome even. It's called Reliures Précieuses, Precious Bindings, and the bindings of books. Well, it's something I can't think about anymore, except in a very special kind of way, because the binding can be a work of art in itself, but also be something very plain, which hides the repository of knowledge within it. The evolution also of the skull, the vanitas in the works, which comes through, of course, in the lovely artist book here, where many of the figures are effectively death's heads in their way, but death's heads are what we are, except we're fleshed out. But, you know, eventually we go back to something like that. It's a deep structure of ourselves. And the book in the world